violation du droit de l'homme, du droit de la personne, les acteurs principaux ou les auteurs principaux sont des personnes qui sont à l'intérieur du pouvoir politique. Ce qui fait que si ces personnes-là sont encore là, il n'y a aucune volonté de mettre en œuvre des structures ou des institutions qui sont proposées. Mais si l'ensemble de la population et les personnes qui animent le pouvoir public ont la volonté de mettre en place ce que je viens de faire comme proposition, ces institutions-là vont fonctionner sans aucun problème. Parce que quand vous lisez la Constitution, depuis l'article 1er, on définit la République démocratique du Congo comme étant un État de droit. Donc, formellement, c'est un État de droit, c'est un État qui a adhéré à plusieurs instruments internationaux du droit de la personne, mais le problème se pose au niveau de la pratique, au niveau des acteurs politiques qui doivent mettre en pratique ou mettre en œuvre les différentes institutions telles que celles que je viens de proposer. C'est à ce niveau-là que le problème bloque, que l'évolution du droit de la personne ou du droit à la réparation bloque dans notre pays. J'entends bien, mais si votre réponse est de dire ce que je propose marche, il y a une volonté politique, la réponse que j'ai envie de vous faire immédiatement, c'est ce qu'il y a déjà en RDC marcherait s'il y avait une volonté politique. Donc c'est là, et ça m'amène à une seconde question. Vous, avec, à mon avis, raison, je ne suis pas spécialiste comme vous du droit congolais, vous nous parlez franchement du système judiciaire de la République démocratique. Or, vous, ce que vous proposez, c'est la création d'une nouvelle juridiction. Donc, est-ce qu'on ne va pas ajouter au problème sur la partie c'est vrai que vous complétez cela d'un processus législatif qui encadrerait ça, ça me semble, je ne nie pas ça. Mais un tribunal, un nouveau tribunal, je dirais, même si jamais ce n'est pas comme une juridiction, ça fait partie de l'appareil judiciaire que l'on a. Donc, si jamais cet appareil judiciaire fonctionne mal, est-ce qu'en définitive, on ne crée pas une nouvelle institution qui risque, je dirais, irriter de travers de ses pairs judiciaires, si vous me permettez cette expression? Voir ces questions-là être traitées de manière spécifique. Et les efforts ont été menés dans certains domaines en République démocratique du Congo, notamment les questions concernant les enfants. On a créé un tribunal pour enfants. Les questions concernant le domaine du commerce. On a créé un tribunal de commerce qui ont été créés il n'y a pas 5 ans. Alors moi, la première conception, c'est de voir que ces questions-là, les questions liées aux droits fondamentaux, qui sont protégées par tout un chapitre de la Constitution, et une juridiction spéciale, une juridiction spécialisée pour cela. Mais est-ce que ce tribunal ne va pas connaître le même problème que les juridictions ordinaires qui ont connu, qui connaissent encore ce problème? Je crois que je reviens toujours sur la question de la volonté de conférer à ces juridictions-là des compétences spéciales et d'accorder une indépendance. Parce que jusqu'à ce jour, nos juridictions sont liées par le pouvoir politique. Or, une telle juridiction, une juridiction spéciale de ce genre-là, il lui faut que les politiciens, le politique accepte que la juridiction ait une compétence matérielle, une compétence personnelle exclusive et indépendante vis-à-vis du pouvoir politique. Dans ces conditions-là, je crois que la juridiction que je propose de créer va mieux répondre aux problèmes. D'abord par le fait que les matières sont ciblées, les matières sont spéciales, et par le fait que les juges ou les magistrats qui seront chargés de mettre en œuvre la juridiction se retrouvent indépendants des organes politiques. Moi, je crois qu'avec ces éléments-là, la juridiction peut fonctionner sans problème. Et pour poursuivre dans cette... Et c'est quelque chose qui m'a laissé un peu sur ma faim dans votre thèse. Vous avez absolument raison. Et d'ailleurs, c'est une tendance que porte la communauté internationale, du moins les acteurs internationaux, d'isoler, c'est-à-dire de s'assurer qu'il y a un contrôle.
de droits de la personne, ou d'avoir un organisme. Mais vous me répondez en disant que pour éviter ce que je crains, la solution, c'est la volonté politique des acteurs. Et là, je crains qu'on n'en sorte pas. Et c'est pour ça que je me suis dit, pourquoi n'a-t-il pas autant insisté sur les institutions nationales? Parce qu'à l'heure actuelle, on sent que la communauté internationale a une défiance vis-à-vis de ce que j'ai appelé mécanisme classique de séparation des pouvoirs et des pouvoirs judiciaires qui, alors je ne parle pas de la RDC, qui soit sont corrompus, soit inefficaces, soit à la solde du politique, etc., soit pas formés pour ça, hein, parce que les droits de la personne, ça ne prend pas du jour au lendemain. Il y a, quand on est spécialisé pour les contrats, du jour au lendemain, on ne fait pas de droits de la personne. Et on voit qu'elle promeut énormément ces institutions nationales. Et encore une fois, c'est tout à la fois un renforcement de l'état de droit, mais aussi une défiance par rapport aux mécanismes traditionnels. J'ai dirigé certains de vos prédécesseurs là-dessus, et c'est assez marrant parce que, bien sûr, il faut identifier la bonne personne. Alors, ça va être des défenseurs des droits de l'homme, il faut trouver quelqu'un qui a les coups des franches politiquement, qui répond justement à vos exigences. C'est-à-dire qu'il y a une volonté politique. La communauté internationale est là généralement pour donner l'argent, modiquement, mais plus que le gouvernement politique en place le donnerait. Et surtout, on voit la volonté de la communauté internationale, quelquefois à l'encontre même de vos propres volontés de ces institutions nationales, d'avoir des mécanismes de recours, de contrôle des droits de la personne. Et ça qui me fait dire, oui, je comprends ce que vous me dites, mais à chaque fois on bute sur la volonté politique. C'est pour ça que je me dis, est-ce que d'une certaine manière, ou peut-être que les deux se compléteraient, est-ce qu'on ne devrait pas insister plus sur des institutions nationales sur lesquelles la communauté internationale, l'aide extérieure aussi, permet d'avoir plus je dirais, de s'assurer d'un peu plus de volonté. C'est pas évident, hein, ne serait-ce que quand on crée ces institutions-là, il faut voir les débats législatifs. Et souvent, il s'agit d'éviter ce que vous avez dit tout à l'heure, quelque chose de façade. Pourquoi? Quel problème? Je présume que vous y avez pensé, vous les évoquez. Mais bon, vous n'évoquez pas les principes de Paris, mais ça c'est autre chose. Mais, j'ai eu l'impression que vous éprouviez un malaise par rapport à ces institutions. Oui. Merci. Je voudrais d'abord souligner que dans le cadre de mon mémoire de DEA, je parlais de possibilités de création des mécanismes spécialisés, mécanismes institutionnels spécialisés. Je parlais dans le cadre de ce mémoire-là des institutions nationales. Et moi, je faisais une proposition de revenir sur un principe. Lorsque on a adopté la constitution de la transition de 2003 en République démocratique du Congo, à l'issue des guerres qui se sont suivies depuis plus de 3, 4, 5 ans, et qui a fait beaucoup de dégâts, la constitution de la transition de 2003 avait prévu qu'on mette en place une institution nationale des droits de l'homme, qu'on a appelé l'Observatoire national des droits de l'homme. Et cet Observatoire national a fonctionné jusqu'à la fin de la transition. Malheureusement, lorsque la transition finit, on vote une nouvelle constitution, on ne prévoit pas la possibilité, on ne prévoit pas la création d'une institution nationale des droits de l'homme, qui était l'Observatoire national des droits de l'homme. C'est à ce titre-là que moi j'ai rédigé un mémoire de DEA pour demander que l'État revienne sur la création de cette institution nationale, parce qu'il était important que l'institution nationale existe, par le fait même que la communauté internationale faisait confiance à cette institution, qui avait d'ailleurs fonctionné pendant les temps de transition et qui avait recueilli beaucoup de demandes, beaucoup de revendications de la part de la population. Malheureusement, comme toujours, les accusés sont toujours à l'intérieur du pouvoir politique et ils font tout pour étouffer le système. Mais alors, après la constitution de 2006, il lui fallu beaucoup de temps pour qu'on vienne concevoir la Commission nationale des droits de l'homme. Cette Commission nationale des droits de l'homme, la loi a été prise et ça a pris beaucoup de temps. C'est seulement en 2015 qu'on a essayé de mettre en place cette Commission nationale des droits de l'homme.
Évidemment, dans la même logique que vous venez de soulever, on a mis en place un activiste des droits de l'homme et qui est très connu en République démocratique du Congo comme étant le président. Il a été voté par ses pairs, dossier transmis au Parlement, et on a confirmé la nomination de cet homme-là. Ce qui fait qu'il y avait que la personne était une personne de poids qui devait gérer cet organisme-là, cette institution. Malheureusement, avec tout ce qu'il y a au pays, on ne l'entend plus parler comme avant. Donc, ce que j'appelle le mécanisme administratif, évidemment, j'ai vu vos remarques, que je n'ai pas tellement insisté, par exemple, sur le principe de Paris, je n'ai pas tellement insisté sur le terme Institution nationale des droits de l'homme, mais moi j'ai voulu plutôt parler de mécanismes institutionnels administratifs, comme pour faire allusion à l'Observatoire national des droits de l'homme, à la Commission nationale des droits de l'homme et aux autres organisations non gouvernementales qui peuvent s'associer pour lutter en faveur contre les violations des droits de l'homme. C'est de cette façon que moi j'ai conçu la question. Ce n'est pas que j'ai banalisé, j'en ai parlé, j'ai parlé de la Commission nationale des droits de l'homme, mais avec l'expérience que j'ai vue, je pensais qu'une juridiction spécialisée dans les systèmes, dans la mentalité congolaise, pourra bien répondre parce que ces institutions nationales des droits de l'homme ne sont pas comme les institutions nationales des droits de l'homme en France. Chez nous, je ne sais pas comment ça fonctionne très bien en France, mais chez nous, ce sont des agents de l'État. Ils ne sont pas tellement indépendants, à tel point que si le gouvernement dit qu'il ne donne pas les salaires, ces agents-là galèrent. Vous avez la même chose en Haïti. Hein. Ben voilà. Vous avez normalement la chose en Haïti. Souvent, le problème, c'est que la communauté internationale ne peut pas donner d'argent à une juridiction, alors que la communauté internationale peut faire un chèque à une institution nationale des droits de l'homme parce qu'elle est indépendante. C'est ça la petite différence. Deux petites questions, j'ai encore 3 minutes. Est-ce que l'une des solutions, ce ne serait pas un peu... parce que vous-même, je sens un petit peu ce point, là, on voit la personne qui a pratiqué longtemps dans des points, d'éduquer aussi les juges, parce que là, comme en beaucoup d'États, où il y a des problèmes de transition, je sens qu'il y a une mauvaise prise en compte du droit international. C'est assez flagrant, je vous lisais, de se rendre compte que la RDC est un pays moniste. Et ce n'est pas la première fois que je tombe sur ce genre de points. J'ai eu le même point avec Haïti et avec d'autres, où on considère que le droit international, alors qu'il est directement applicable par le juge, celui-ci fait le jeu du politique et ne veut pas en tirer toutes les conséquences. Et ne va appliquer le droit international qu'à la lumière, à l'aune de ce qu'en dira le droit interne. Là, à mon avis, il y a une cartouche qu'on ne veut pas tirer. Parce que que le juge canadien fasse ça en droit conventionnel, c'est autre chose. Nous, on est dans un pays dualiste. Ici, on est dans un système moniste. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, justement, et ce que je vous dis, je peux remonter dans des États monistes, vous prenez la France des années 50, par exemple, après 57, il y a un temps, après la constitution de la Ve République, les juges n'avaient pas pu faire du droit international que leurs prédécesseurs, et donc ça s'apprend. C'est pas évident d'aller dire, bah, écoutez, la loi dit ça, mais le traité dit ça, la Constitution fait que je vais écarter la loi et préférer le traité. Dans un pays moniste, tout à fait. Et j'avais l'impression d'entendre que vous-même, d'ailleurs, vous minimisiez cet impact-là. À un moment donné, j'ai relu une phrase, les tribunaux militaires sont chargés d'appliquer le statut de Rome. Non. Les tribunaux militaires, ils sont chargés d'appliquer la loi congolaise. Le statut de Rome, il s'applique à la RDC si elle l'a ratifié. Okay, c'est au-dessus. Et est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, il y a en termes d'éducation de la magistrature, il y a une arme qui est l'international pour, je dirais, se donner des ailes par rapport aux politiques qui, lui, va pouvoir manœuvrer la législation et la réglementation nationale. Parce que c'est pas, vous savez, c'est pas un cas. Hein, j'ai connu dans d'autres pays d'Afrique ces situations où on voit le point que le juge va appliquer, va essayer de tirer, va faire une interprétation conforme, va essayer de détendre la loi comme un élastique de manière à attendre vers ce que dit le traité. Et il ne va jamais dire, écoutez, ce qui prime, c'est le traité comme dit la Constitution. Je réponds
à la question par le principe consacré par notre Constitution, à l'article, je crois, 215, si je ne me trompe pas, où je ne réponds pas textuellement les termes, mais l'idée générale est que les conventions internationales ont une supériorité sur les lois nationales dès lors qu'elles sont intégrées dans le système juridique interne. De par ce principe-là, c'est cette acceptation constitutionnelle qui m'a permis de faire l'affirmation que vous soulevez, où je dis les juridictions militaires appliquent les statuts de Rome, parce que dès lors que les statuts de Rome a été accepté par la République démocratique du Congo, les plaideurs ont conjugué beaucoup d'efforts pour faire amener nos juridictions à accepter l'application ou à intégrer dans leurs décisions judiciaires les règles du droit international sur les droits de la personne. C'est un combat qui a été mené et par les avocats et par les organisations non gouvernementales pour amener nos juges. Il y a eu beaucoup de formations, comme vous dites, il ne faut pas donner une éducation. Il y a eu beaucoup la MONUSCO est au Congo, mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo, et là, et beaucoup d'organisations internationales ont financé des formations qui ne sont pas jusqu'à ce jour pour faire amener le juge congolais à accepter d'intégrer dans les décisions judiciaires les règles du droit international des droits de l'homme. Les efforts sont conjugués. Certains juges, d'ailleurs, à l'époque, quand je défendais mon mémoire, un membre m'avait posé la question si j'avais soutenu que nos juges n'étaient pas formés en matière des droits de l'homme. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas formés, mais ils n'étaient pas suffisamment formés. Parce que quand on quitte l'université, dans le système universitaire, vous pouvez terminer, vous n'étudiez pas les droits humains. Parce que c'est un cours à option qui est donné à une promotion à ceux qui choisissent l'orientation. Vous pouvez terminer l'université, vous n'étudiez pas le droit international humanitaire. Ce qui fait que lorsque quelqu'un comme ça devient juge, il ne connaît même pas ce que c'est que le droit de l'homme, il ne connaît même pas ce que c'est que le droit international humanitaire, il entend parler. Il faut qu'il conjugue des efforts. Ce qui suppose, ce qui demande des formations spécifiques pour ce genre de personnes, pour ce genre de cadres, afin de savoir comment intégrer dans le système. Voilà un peu comment je conçois cette question-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, pour enchaîner, je passe la parole à mon collègue Laurent Bourdi. Merci, Monsieur le Président. Merci pour une brillante présentation, une thèse qui a beaucoup de mérite sur plusieurs points. D'abord, la masse d'informations mises ensemble, bien articulées. On sent là que vous avez passé le cap, évidemment, de vous approprier une masse scientifique de connaissances, évidemment, qui devra servir par le futur. Donc, la thèse a des qualités indéniables de ce point de vue-là. Évidemment, l'examinateur externe a fait les remarques qu'il faut prendre en compte pour bonifier ça dans une étape ultérieure, soit des corrections ou les sillons qui sont ouverts pour le futur. Donc, je n'ai pas d'observation particulière sur les mérites de la thèse. Le premier mérite étant de le terminer, vous l'avez terminé. Hein, il faut revenir là-dessus. Parce qu'au nombre de candidats qu'on a qui s'inscrivent, se bousculent au portillon d'entrée, et ceux qui sortent et qui terminent, les statistiques ne sont pas toujours reprises. Donc, à ce niveau-là, vous l'avez passé le tour de force. Maintenant, je souhaite un bel avenir avec, éventuellement, je vous souhaite un titre de docteur. Bon, cela dit, je vais moi aussi passer ce cap de débat de chercheur à chercheur sur les aspects scientifiques. Non pas parce que, évidemment, la thèse n'est pas, de ce point de vue-là, n'a pas de mérite, mais parce que le scientifique est toujours un assoiffé internet. Hein, on n'arrête jamais, on repousse toujours les limites, on se pose des questions. Autrement dit, comme Philippe Sand le dit, il faut institutionnaliser le doute. Et donc, le débat scientifique se poursuit. Et c'est aussi un des mérites d'une thèse, de toujours soulever des questions qui fait qu'on a le sentiment qu'on ne peut pas s'asseoir une fois pour toutes sur ses lauriers inconfortables. Donc, ça, c'est un mérite en soi que le débat se poursuive. Hein. Donc,
Première question. Je reviendrai encore sur ce que mon collègue Delas a soulevé. Je vous demanderai, est-ce que vous pensez qu'en RDC, la conscience de la règle de droit est une réalité du point de vue pratique? Est-ce que les citoyens, autant les institutions, ceux qui sont à la tête des institutions, mais les citoyens lui-même, est-ce qu'il y a une conscience de la règle de droit? Ça ramène à cette problématique de base de l'État, des conditions de l'État de droit. Évidemment, on peut discuter quelles doivent être ces conditions-là. Est-ce qu'il y a-t-il moyen de parler d'un particularisme africain avec des valeurs qui viendraient peut-être saupoudrer ce qui existe dans les livres, ou est-ce que l'État de droit se conçoit universellement, comme les grandes vertus, et ne doit pas diverger selon qu'on est en Allemagne, au Canada, en France, en Afrique, mais quand même revenir sur les conditions de l'Afrique pour expliquer que un des problèmes majeurs qui lie ce continent-là et qui fait que tant qu'on ne le règle pas, ce continent ne fera pas des pas décisifs en avant, c'est la conscience de la règle de droit. Quand un problème se pose, à un moment donné, il faudra que ce problème se règle selon les balises institutionnelles, selon les conditions de l'état de droit. Et une de ces conditions-là, qui n'est peut-être pas celle formellement prévue, mais c'est la conscience de la règle de droit. Est-ce qu'en RDC, vous avez pratiqué sur le terrain assez amplement, et vous l'avez bien relevé, est-ce qu'il y a une conscience poussée? Merci beaucoup, professeur, pour cette question. Je ne peux pas rejeter d'office que le Congolais, en général, n'a pas la conscience. Mais je veux tempérer ma réponse par le fait que l'histoire de notre pays est très malheureuse. En pleine conquête de l'indépendance, on entre dans un régime dictatorial qui va faire plus de 30 ans. Et à peine qu'on termine le régime dictatorial, on entre dans le cycle des guerres. Et c'est à partir de 2006 que les institutions se stabilisent, simplement. Mais en se stabilisant, l'intolérance politique fait que il n'y a pas une stabilité au vrai sens du terme qu'on peut prononcer à l'Occident. C'est une stabilité éphémère parce qu'à tout moment, on ne sait pas comment ça peut éclater. Si je réponds de cette façon-là, c'est pour dire que le Congolais n'a pas eu le temps de prendre conscience du cadre juridique qui existe à l'intérieur du pays. Si peut-être les gens des grands centres-villes peuvent savoir qu'il existe une disposition qui dit que toute personne a droit à la vie, ceux qui sont à l'intérieur, ça veut dire un peu plus loin des centres urbains, ne connaissent même pas que chacun a droit à la vie. Donc, avoir la conscience, il faut d'abord maîtriser le texte, savoir que la loi existe et la loi me protège, pour avoir la conscience de revendiquer cette loi-là. Sinon, on ne peut pas revendiquer quelque chose dont on ne sait pas qu'elle existe. Dans notre pays, la conscience n'est pas encore atteint son niveau, le niveau nécessaire pour permettre à la population, par exemple, d'imposer des autorités politiques à prendre telle ou telle mesure, ou à ne pas appliquer telle ou telle disposition, ou à ne pas poser tel ou tel acte. Parce que la plupart, outre qui sont divisés par rapport aux tendances politiques, la plupart de la population n'a pas encore eu une formation, une éducation des textes légaux pour avoir la conscience, intérioriser l'existence. Je vois ici, par exemple, quand il s'agit d'une question qui se pose, vous posez même à un enfant de la rue, il peut vous dire non, telle autorité politique n'a pas raison parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Je vois la même chose en France, et lorsque il y a question d'élection, vous posez à un enfant de la rue et vous dites non, tel je ne l'aime pas parce qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Au fait, il est au parfait du processus. Mais chez nous, pour arriver à ce niveau-là, il faut une forte éducation. Et pour arriver à cette éducation-là, il faut que l'État dispose de moyens, que l'État soit disposé à aller jusqu'au fin fond pour expliquer à la population afin que chacun connaisse ce qu'elle a à faire. Voilà un peu brièvement la conscience. On peut l'avoir, on l'a, mais on ne sait pas l'exprimer parce qu'on ne connaît pas qu'est-ce qu'on peut exprimer.
Mais la volonté d'aimer le pays, le patriotisme, chacun a, mais est-ce que chacun connaît qu'il existe ceci et que je peux revendiquer et que du côté de ceux qui dirigent, il y a une disposition, une disponibilité à faire ce que je demande. Souvent des sanctions, souvent des répressions, et on croit qu'on n'a pas de droit. Donc, ça me fait sourire évidemment quand vous dites qu'il n'y a pas de moyens. Tout ça, le Congo est quand même un pays qui regorge de richesses incroyables. Et c'est peut-être pas anodin par rapport aux problèmes qui sont généralement rencontrés dans ce pays. Ça ne fait pas détourner systématiquement. Absolument, absolument, c'est ça. Donc, il y a peut-être un moyen aussi de prendre ces aspects-là en considération. Donc, les moyens sont là, mais il faut bien les gérer, les canaliser de bonne façon. Bon, c'est un problème très général. Hein. Je ne veux pas insister sur ça parce que c'est comme un serpent de mer qui se mord la queue en tournant, on ne s'en sort pas. Mais vous avez tenté de répondre. Je viens à ma deuxième question. Là, vous avez relevé évidemment l'inadéquation du système judiciaire à RDC pour parvenir à une adéquate réparation des victimes. Par ailleurs, la thèse nous renseigne beaucoup sur la notion de victime, on peut suivre l'itinéraire d'évolution de cette notion-là. Évidemment, en cas de contexte de non-guerre, c'est déjà pas facile de réparer des victimes, évidemment, civiles qui, évidemment, ont une action ou une cause d'action contre l'État. Et j'imagine, lorsque les problèmes qui créent les préjudices sont à l'issue d'une guerre, c'est encore... Si en temps normal, on ne peut pas poursuivre l'État au Congo et avoir justice facilement, comme vous le dites bien, je me demande, dans un contexte de guerre répétitif, abrasif, avec le contexte africain où chacun est cousin de chacun, et puis c'est le solidarisme, les ethnies, et ainsi de suite, poursuivre... Est-ce que ce n'est pas illusoire de penser que des actions contre l'État dans un contexte comme ça pourraient aboutir? Peu importe ce qui est mis en place. Si déjà en temps de paix, en temps normal, on ne peut pas poursuivre l'État, et je ne parle pas d'invocation des immunités et tout ça, là, mais juste les obstacles institutionnels, après un cycle de guerre comme celui-là, le type de réparation qu'il faut préconiser et les mécanismes par lesquels il faut suivre pour obtenir ces réparations-là, ce sont des mécanismes quand même judiciaires traditionnels, même s'il y a matière à innover. Est-ce que ce n'est pas illusoire de penser qu'on puisse arriver à une quelconque mise en cause de l'État et obtenir des réparations? Est-ce que ce serait même la solution? Merci beaucoup, professeur. Moi, je crois que je l'ai plusieurs fois répété dans ma thèse. Il n'est pas illusoire, d'après mon entendement, de penser que la création d'une nouvelle institution spécialisée ne peut pas aboutir à des réparations. Moi, je vois les choses dans le sens contraire. Moi, je vois comme une forme de justice transitionnelle qui a réussi dans d'autres pays. Ce sont des formes spéciales. On crée une juridiction pour le Congo, et la juridiction est spécialisée parce que dans les matières où ces genres de juridictions ont été créées, il y a quand même une évolution. Je venais de vous citer ici le tribunal pour enfants. Je venais de vous citer ici le tribunal des commerces. Bientôt, peut-être, on va mettre en place un tribunal du travail. Dans ces matières-là, il y a quand même une évolution. Et en tenant compte de cette évolution-là, moi je crois que en mettant en place une juridiction spécialisée, différente du cadre de justice transitionnelle, différente du cadre de justice classique, on peut espérer, parce qu'en ce moment-là, comme je l'ai proposé, la justice spécialisée ne fonctionnera pas seule. Il y aura une institution qui va mobiliser les fonds pour réparer. Évidemment que c'est l'État qui va donner ces fonds-là. Et d'autres organismes internationaux peuvent aussi participer, peuvent aussi aider. Mais s'il y a déjà une institution attachée à une telle juridiction, à mon avis, je pense que le problème de l'État ne va pas tellement se poser, parce qu'on sait que si jamais
l'État est condamné, il y a une institution qui accompagne. C'est la même chose que la Cour pénale internationale fonctionne. De la même manière que fonctionne la Cour pénale internationale, avec un fonds au profit des victimes. On n'a pas besoin d'aller à l'ONU pour demander que l'ONU donne des fonds. On n'a pas besoin d'appeler les États pour demander que les États donnent le fonds chaque fois qu'il y a condamnation. Mais il y a quand même une institution de suivi. Lorsqu'il y a condamnation, on intervient. Donc pour moi, dans ce sens-là que je conçois, et je suis persuadé qu'en mettant en place une telle juridiction, il y aura une bonne évolution par rapport à ce qui existe. Ça, c'est au niveau du contentieux de l'exécution des décisions qui voilà. s'ensuivent. Oui. Donc, je suis satisfait de cette réponse-là, de persister dans le sens qu'une juridiction a son sens, a sa place, surtout dans un pays où de façon très cyclique et répétitive, on a des problèmes de violation massive des droits fondamentaux. L'idée vaut effectivement face à son pesant d'or. Dernière question, et je ne veux pas brûler dans le temps. Là, on parle de l'action popularis. Je vous amène dans le sillage de l'action popularis qui, évidemment, qui a bonne presse un peu partout dans le monde. Hein, et le Canada est bien, je dirais à ce niveau-là, bien outillé. Vous avez abordé cet aspect-là à la fin, les recours collectifs. Ma question est plutôt une recommandation pour la suite de votre carrière. Il y a une mine d'or dans ce mécanisme d'accès à la justice qui n'a pas été assez creusé du point de vue du droit international, parce que l'action popularis existe. Je connais des thèses en droit international public qui portent sur l'action popularis et vous l'avez effleuré, vous n'avez pas approfondi. Et moi, je pense que ce mécanisme-là pourrait peut-être être d'un secours dans le cas du Congo. Et je vais m'expliquer un peu. On peut prévoir des recours collectifs parce qu'il y a des violations massives. Hein, donc des recours collectifs, peut-être sous forme, je dirais même d'arbitrage. Il faut aller plus loin et innover. Les experts en droit de l'homme, en droit humanitaire, ils peuvent bien siéger dans le cadre d'un tribunal qui serait un tribunal d'arbitrage et qui pourrait accueillir